Merci Madame la vice-doyenne, merci Isabelle. Donc, je suis Liliane Michalik, je suis vice-directrice de l'école de biologie et j'ai l'honneur mais aussi le grand plaisir de présenter Frédéric Schütz, notre conférencier de ce soir. Alors Frédéric Schütz a obtenu son bachelor et son master à l'Université de Genève, non pas dans le domaine de la biologie, mais dans le domaine des mathématiques et des sciences computationnelles. Il a ensuite entamé un doctorat qu'il a obtenu en 2005 à l'Université de Melbourne dans le domaine de la bioinformatique et des statistiques. De retour en Suisse, il a commencé un postdoc, ce qu'on appelle un stage postdoctoral, c'est-à-dire un sérieux complément de formation au sein de l'Institut suisse de bioinformatique. Et au sein de ce même institut, il est ensuite devenu responsable du service de biostatistique. C'est en 2014 qu'il a ensuite été nommé maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, faculté de biologie et de médecine. Alors, sa formation pluridisciplinaire, qui allie à la fois les mathématiques mais aussi les biostatistiques, font de Frédéric Schütz un statisticien, c'est un mot difficile à dire pour moi, un statisticien vraiment hors pair, excellent, et nous sommes très nombreux à nous tourner vers lui pour des conseils en statistique et voire même pour encadrer nos doctorants pour toutes les questions de statistiques qui ont trait à nos projets de recherche. Donc, dans un monde où la biologie devient de plus en plus quantitative, ces conseils nous sont vraiment très précieux. Mais Frédéric Schütz est aussi un enseignant enthousiaste, passionné. Il forme les étudiants en biologie à tous les stades de leur formation, bachelor, master, doctorat, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et il ne les forme pas seulement en statistique, il les forme également en matière de communication scientifique. Et ses qualités en tant qu'enseignant ont été reconnues cette année par le prix d'excellence en enseignement prégradué qui lui a été attribué par la faculté de biologie et de médecine. Frédéric Schütz ne se contente pas d'exercer ses talents au sein de l'Université de Lausanne. Par exemple, il forme également les journalistes à l'utilisation des statistiques. Il excelle dans l'art de la vulgarisation scientifique et je vous prie de me croire, expliquer des statistiques à une biologiste comme moi, ça tient de la vulgarisation scientifique. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de lire ses articles. Il rédige des articles dans le quotidien Le Temps. Et puis sans le savoir, puisque ce n'est pas signé, vous avez peut-être lu aussi ses contributions à Wikipédia, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il contribue à ce média. Alors Frédéric, au nom de l'école de biologie, je te remercie d'être parmi nous ce soir et je t'invite maintenant à venir prendre la parole. Bien, bonsoir. Merci Liliane pour cette très sympathique introduction. Alors, avant de commencer, je vais profiter, parce que pour beaucoup de nos nouveaux diplômés, c'est la dernière fois que je vous ai en face de moi, donc je vais vous poser une dernière question. Parmi vous, qui s'est inscrit pour faire ce bachelor en se disant « Je me réjouis tellement, il y aura des cours de statistiques ». Voilà. Personne, jamais. Donc, en tant qu'enseignant de statistiques dans une faculté de biologie et médecine, on peut dire que je pars avec un certain handicap. C'est pour ça que j'ai pensé intéressant pour ce soir de vous montrer pourquoi, comme ça vient d'être mentionné, les statistiques sont importantes et même sont devenues incontournables dans le domaine de la biologie. C'est aussi une occasion de lever un peu le voile sur la partie recherche de l'université, car vous avez passé déjà plusieurs années sur ce campus, mais vous n'avez pas encore vu beaucoup d'autres choses que la partie enseignement, alors qu'une grande partie de l'université, c'est la partie recherche. Alors, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation de statistiques. C'est peut-être pas une exagération de dire que quoi qu'on fasse en biologie, quel que soit l'article qu'on publie, il y a des statistiques dedans. Je prends un exemple, pas tout à fait au hasard. Cet article ici a été publié cette semaine. Le titre vous dit sûrement pas grand-chose. Il y a pas mal de gens qui sont professeurs ici à l'université qui sont nommés dessus, mais vous avez sûrement entendu parler de ce sujet. Il a fait l'objet d'un article dans Le Temps, un article dans 24 heures. C'était l'article qui concerne la génétique du chêne Napoléon, qui est situé sur le campus. Alors, je ne vais pas vous parler de cet article en détail, mais juste pour mentionner cet article plus ou moins aléatoire, je l'ai choisi parce qu'il date de cette semaine. Si vous le consultez, vous avez plein de statistiques dedans. Donc, les étudiants reconnaîtront plein de choses qu'ils ont vues, des graphiques, des noms, etc. Mais ce n'est pas mon but d'aller en détail ici. Donc, croyez-moi, les statistiques sont partout en biologie. Ça devient difficile de faire ça. Je vais vous présenter 3 exemples un peu plus concrets liés à ce que je fais tous les jours d'utilisation des statistiques dans la recherche en biologie. Biologie et médecine, puisque je vais commencer par vous parler de médecine personnalisée. Alors, c'est un titre qu'on utilise beaucoup. Je ne suis pas un grand fan parce que la médecine a toujours été personnalisée. On discute avec un patient, on lui donne le traitement dont il a besoin.
L'idée derrière ce terme, c'est de dire, est-ce qu'on peut utiliser plus d'informations? Maintenant, on a des informations génétiques, par exemple, pour essayer de personnaliser encore plus les traitements. Je vous donne un exemple. Les petites boîtes que vous voyez ici, j'en ai une ici, donc c'est cette petite cartouche, s'appelle une puce à ADN. Avec ça, on met un échantillon de matériel génétique, par exemple d'un patient, et on peut mesurer, pas instantanément, mais d'un seul coup, 20 000 informations sur tous les gènes de cette personne qui sont soit activés, soit pas activés. Donc on peut voir quel gène fonctionne ou ne fonctionne pas, par exemple dans une tumeur. Ça fait beaucoup d'informations qui sont potentiellement à disposition pour essayer de diagnostiquer quelqu'un ou peut-être de trouver un meilleur traitement ou d'adapter, de prédire si un traitement va marcher ou ne va pas marcher chez un patient. Je vous montre un exemple. Voilà un article qui a été publié par des chercheurs qui font partie du même groupe que moi, l'Institut suisse de bioinformatique. L'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut utiliser les caractéristiques du patient, en particulier ses caractéristiques génétiques, pour prédire le risque de métastase dans un cancer du côlon? Avec une autre question derrière, qui est, est-ce que ces informations peuvent nous aider à décider quels patients doivent recevoir de la chimiothérapie? Chimiothérapie, tout le monde sait, c'est un traitement qui a souvent des effets secondaires assez lourds. Si ça vaut la peine en termes de guérison, vous serez prêt à le faire. Mais si on arrive à dire aux patients, dans votre cas, ce n'est pas utile, ou dans votre cas, ça ne va pas vous apporter grand-chose, autant éviter les effets secondaires. Ce qui a été fait dans cet article, c'est prendre ces informations, des informations sur le patient, des informations génétiques, essayer de faire un arbre de décision. Donc à partir du moment où on a fini avec la biologie, au moment où on a les informations qui viennent de ces petits chips, c'est les statistiques qui prennent le relais. L'idée des statistiques ici, c'est de construire par exemple un arbre de décision comme ça, où on part du haut et pour chaque patient, on peut dire est-ce qu'il est dans ce groupe et ce groupe? Est-ce qu'il a telle version du gène ou telle version du gène? Est-ce que sa tumeur est de ce style ou ce style? Avec ces informations génétiques, et arriver à la fin en classant les patients dans différentes catégories. Quel genre de catégorie? Je vous en montre juste deux en agrandi. Les courbes que vous voyez ici, c'est des courbes qu'on appelle courbes de survie, qui nous montrent le long du temps, donc les chiffres 20, 40, 60, 80, c'est le temps qui passe, et la courbe nous dit combien de patients sont toujours vivants. Donc dans ce groupe-là, le premier, vous avez 30% des patients qui sont encore en vie après un moment, et puis dans ce groupe-là, vous voyez que la courbe est tout en haut, donc presque tous les patients sont encore en vie. Dans le premier groupe, je simplifie un peu, mais dans le premier groupe, on va très probablement vouloir faire des traitements supplémentaires. Dans le deuxième groupe, c'est probable qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire des traitements qui ont des effets secondaires très lourds, puisque les patients se portent déjà très bien. Voilà, premier exemple de ce qu'on peut faire, qui est un projet qui non seulement utilise les statistiques, mais où les statistiques sont au cœur du projet. Sans statistiques, sans analyse perfectionnée, on ne pourrait rien faire ici. Deuxième exemple, aussi qui est pas mal lié à l'actualité, si vous lisez un peu les informations sportives, comment détecter quels sont les groupes d'athlètes ou les pays d'athlètes qui se dopent. Alors comment ça marche pour détecter le dopage? Il y a une procédure assez simple. Un prélèvement est fait sur un athlète, soit sanguin, soit urinaire. Donc voilà un exemple. Les visages des deux personnes ont été enlevés de la photo pour cause d'anonymat, mais je peux vous garantir la personne sur laquelle on a fait le prélèvement est la seule personne au monde pour laquelle je peux jurer qu'elle n'a jamais été dopée. À côté, vous avez le résultat, donc un petit fiole, et qui n'est pas un athlète. Une petite fiole qu'on met dans un de ces containers sécurisés. Ça arrive dans un laboratoire, par exemple le laboratoire antidopage qui est au CHUV, avec lequel on a fait le travail que je vais vous présenter. C'est mesuré dans une machine, et puis, résultat, on a sur un écran une mesure de différents paramètres sanguins. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour un athlète tout seul, au final, c'est assez simple. Vous mesurez un paramètre, par exemple notre non dopé de tout à l'heure, si on regarde un paramètre qui est l'hémoglobine, donc l'hémoglobine, c'est une protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Donc, a priori, si vous avez plus d'hémoglobine, vous avez une bonne chance d'avoir des meilleures performances sportives, ce qui fait qu'on va plutôt essayer d'augmenter ce paramètre. Donc ça, c'est la mesure, et vous avez par exemple une mesure à 16,2 grammes par décilitre. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des limites. Si vous êtes entre 12,4 et 17,2, vous êtes considéré comme propre. Si vous êtes en dessous ou en dessus, vous êtes considéré comme dopé. Facile. 16,2, c'est bon. Si la personne est à 17,3, il serait dopé avec procédure disciplinaire à la clé. Alors en pratique, c'est un petit peu plus compliqué maintenant parce que
on fait plusieurs mesures sur le même patient, et puis les bornes dépendent du patient. Ça s'appelle le passeport biologique, vous avez peut-être entendu parler, mais ça reste l'idée. Qu'est-ce qui se passe si un athlète est mesuré à 17,1 ? 17,1, c'est en dessous de la limite, donc il est considéré comme propre. Aucune procédure disciplinaire. Concrètement, 17,1 grammes par décilitre d'hémoglobine, c'est quelque chose qui n'arrive pas, ou pas souvent, naturellement. C'est quelqu'un sur lequel on aura une forte suspicion de dopage, mais il est dans les normes qui ont été définies, donc il n'y aura rien qui se passera pour lui. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on voulait tester non pas une personne, mais tous les athlètes d'un groupe? Si vous voulez tester tous les athlètes d'un groupe, ce que vous allez voir, par exemple, vous prenez un premier pays et vous aurez peut-être tous les athlètes qui sont dans un groupe qui est autour de 15. Après, vous prenez un deuxième pays où les gens sont à peu près similaires. Par exemple, s'il n'y a pas un pays où il n'y a que des concurrents hommes, pas un pays où il n'y a que des concurrents femmes. Femelles, c'est pour l'exemple d'après. Le deuxième pays, vous regardez, et si vous avez quelque chose qui est complètement décalé, et typiquement, s'il y a un programme institutionnalisé de dopage, vous aurez tout le monde qui sera juste à la limite, du bon côté, mais juste à la limite. Il n'y a aucune raison, naturellement, pour que ces deux populations soient différentes, sinon un dopage. Donc on peut se dire statistiquement, on va regarder à quel point ces populations sont différentes, et puis en essayer d'en tirer une prévalence de dopage. On n'a aucune idée sur quels athlètes sont dopés. Par contre, on est capable de dire qu'il y a un certain pourcentage de dopage. Les résultats qu'on obtient, ici, je vais vous présenter, c'est basé sur 2 événements sportifs majeurs, donc à 2 ans d'écart, le même événement sportif, qui n'est pas les Jeux Olympiques. Tous les athlètes ont été contrôlés, on a pu utiliser ces données pour faire ces calculs. Donc on obtient des graphiques comme ça, je ne vais pas vous le détailler, je vais juste vous montrer 2 ou 3 exemples. Entre l'événement 1 et l'événement 2, si je prends tous les pays, on a quelque chose comme 15% de dopage, qu'on n'arrivera jamais à complètement éliminer la première année, et puis un petit peu moins la deuxième année. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fédérations sportives ont fait pression sur les pays pour dire non, là, il faut arrêter, ça commence à se voir qu'il y a un programme de dopage. Donc il y a un peu d'amélioration. Après, vous avez un profil qui est relativement typique, c'est justement les pays qui ont un programme institutionnalisé. C'est-à-dire qu'ils auront des groupes qui, en la première année, avaient jusqu'à 50% de dopage, avec donc, le point représente la moyenne, et la barre représente l'incertitude qu'on a sur le pourcentage. On n'a pas des données exactes, on a une certaine incertitude. Et 2 ans après, voilà, il y a une petite amélioration. Après, on a un certain pays où on a un profil totalement atypique. Qu'est-ce qui se passe? On a 50% au départ, et 2 ans après, le résultat, c'est un 0%. Alors là, ce n'est pas encore publié, on n'a pas encore l'autorisation de discuter de quel pays il s'agit, mais si vous avez lu les nouvelles, vous aurez vu par exemple ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Sotchi en Russie, où c'est la Russie qui contrôlait le laboratoire d'analyse et qui remplaçait les échantillons. On obtiendrait, si c'était des données des Jeux Olympiques, quelque chose comme ça, où tout d'un coup, une année, il n'y a plus aucun dopage. Donc voilà, ça c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les statistiques qui ne nous permettent pas de dire tel athlète est dopé, mais qui nous permettent de regarder à l'échelle d'une population, d'avoir une idée du pourcentage de dopage. Troisième exemple, sur lequel je vais passer rapidement, parce qu'il est un peu plus administratif, mais je pense qu'il est important, c'est la partie de l'expérimentation animale. Comme vous le savez certainement, les chercheurs en biologie ont le privilège, et je dis bien pas le droit, mais le privilège de faire des expérimentations sur les animaux quand les raisons, les buts des expériences en valent la peine. Pour faire ça, il faut être capable de choisir combien d'animaux on a besoin. Si vous ne demandez qu'une souris, vous n'aurez pas assez d'informations pour avoir des conclusions fiables sur votre expérience. Si vous demandez 100 souris, vous aurez ces informations suffisantes, mais vous ne serez pas en mesure, ou vous allez gâcher, vous allez utiliser beaucoup trop d'animaux. Donc le vrai chiffre est toujours quelque part entre les deux. Et c'est le travail du statisticien d'évaluer, en collaboration avec les biologistes, le nombre d'animaux nécessaires pour réussir à trouver ce qu'on cherche, tout en n'abusant pas du nombre de souris nécessaires. J'en parle maintenant parce qu'il y a vraiment, depuis quelques années, une avancée ici où il est presque impossible de faire l'expérimentation animale si on n'a pas un statisticien qui fait ses calculs et qui essaye de déterminer le nombre optimal de souris. J'arrive déjà à peu près à la fin de cette présentation. Je voulais juste clôturer en disant que tous ces exemples où je dis que les statistiques sont importantes, ce n'est pas une question de biologie uniquement. Les statistiques, on en mange dans le marketing, on en mange dans la politique, et dans tous les cas, c'est important de faire les choses bien.
certains des étudiants ou des diplômés qu'on a ici ce soir ont déjà vu ces exemples dans des cours. Je vais passer sur le premier juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans le marketing. On vous essaie de vous convaincre qu'un journal comme l'Hebdo, le regretté Hebdo, était tellement meilleur que les autres parce que 76,7% de ses pages étaient lues par les lecteurs, ce qui est tellement plus grand que le 75,9% du temps, presque le double. Alors que si vous faites le graphique correctement, sans manger le bas ici de l'échelle, donc sans partir à une échelle tronquée, vous verrez que la différence, elle n'était vraiment pas nette. Quel est le problème ici? On voit qu'on part en fait à 71%, ce qui fait que les différences ont l'air énormes. Marketing, vous avez exactement le même exemple dans la politique. Ici, on parle de salaire, augmentation des salaires. On vous dira, voilà, les salaires, voyez comme ces salaires ont augmenté, passé de là à là. On dirait qu'ils ont quadruplé, alors qu'en fait, ils passent de 113 à 120 000, une augmentation de 5%. Si vous représentez les données correctement, ça donne quelque chose comme ça. Juste 2 exemples pour montrer comment être critique par rapport aux chiffres est important. Voilà, j'arrive au bout. Il me reste une chose à faire avant de vous remercier pour votre attention. C'est bien entendu de féliciter nos diplômés. Je suis assez bien placé pour savoir que ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille pour arriver au bout de ce bachelor. Et puis peut-être pour dire une chose assez importante, c'est assez facile de penser que l'enseignement c'est quelque chose à sens unique. Facile de penser surtout dans un cours ex cathedra, un peu comme je le fais maintenant, je suis là, je parle, vous écoutez, que ça passe que dans un sens. Je voudrais vous dire très clairement que ce n'est pas le cas, qu'il y a pour moi enseigner, alors un peu moins dans des cours ex cathedra, mais quand j'ai des plus petits groupes, quand on fait travaux, c'est quelque chose de très enrichissant et autant vous apprenez à l'université, autant j'ai l'occasion d'apprendre, enseigner avec vous et je ne ferai pas ce métier sinon. Donc merci à vous, félicitations, merci pour votre attention et une excellente soirée à vous.